Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, accrochez-vous. Rien ne va plus en Amérique. Donald Trump et Elon Musk ont décidé de nous faire une vraie scène de ménage. Ils ont décidé de laver leur linge sale en public. Dans la journée d'hier, Elon Musk a tout simplement déclaré Donald Trump est dans les dossiers Epstein. Et tenez-vous bien, c'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Donc là, Donald Trump avait promis que s'il était élu, il rendrait public le dossier Epstein. Et donc le nom de toutes les personnes concernées dans cette affaire de pédo. Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, Elon Musk, un multimilliardaire, messieurs dames, l'accuse de ne pas l'avoir fait parce que il est sur le dossier. Non, c'est chaud, c'est très très chaud. Et en plus de ça, regardez, Elon Musk a retweeté une personne qui a publié une vidéo où on voit clairement un jeune Donald Trump à une soirée avec le fameux Epstein. Et là, croyez-moi que quand Elon Musk retweet quelque chose, il n'y a pas un utilisateur de Twitter qui ne le voit pas. Boum, 98 millions de vues. C'est une dinguerie. Il y a plus de personnes qui ont vu cette vidéo que d'habitants dans notre pays. Of a Mar-a-Lago party shows Trump giving Epstein his personal attention. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort as a club, shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins, capturing Trump's fun-loving bachelor lifestyle for an appearance on Faith Daniels' NBC talk show. We're going to get great ratings on your show. Trump is surrounded by women as music blares in the background. After a while, Trump goes to greet three new guests, among them the financier Jeffrey Epstein. More than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. Later in the footage, Trump is seen talking to Epstein and another man as women are dancing in front of them. Trump alternates between dancing and pointing out women to Epstein and the other man and telling Epstein about the cameras. Though exactly what they say is difficult to understand as they discuss the women and their appearances, Trump gestures to one and appears to say to Epstein, "Look at her back there. She's hot." And then Trump says something else into Epstein's ear that makes him double over with laughter. But as the president said, Ah bah, cette vidéo circulait déjà, mais maintenant que Elon Musk l'a mis en lumière, on est sûr et certain que tout le monde l'a vu. Et pour ceux qui n'ont pas bien compris, Epstein dans cette vidéo, c'est le mec à qui Donald Trump parle. Oui, oui, celui qui se comporte comme s'il était son patron, c'est bien celui-là. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que Elon Musk accuse Donald Trump de ça, mais depuis hier, Donald Trump ne s'est toujours pas défendu. Et non, il ne dit pas que c'est de la diffamation, il ne dit rien, il fait l'autruche. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Je vais suivre ça de très très près, parce que là, je sens qu'il va y avoir de très très gros dossiers. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. On va passer à Pascal Pro, qui, vous allez le voir, n'arrive pas à intégrer la réalité dans son logiciel de Raslar. Ah, il peut pas réfléchir, c'est bien trop compliqué pour lui. Regardez bien, c'est désespérant. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait faire exactement la même émission à Paris en 1900 si la télévision avait déjà existé. Faisons un petit décalage dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. On ne sait pas quoi en faire et c'est ça qui va vous plaire, Pascal. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. La police est désœuvrée, ne sait pas quoi en faire. On les met en prison et les juges les remettent dehors immédiatement car ils n'appliquent aucune peine lourde. Et pour quelle raison? C'est ce qu'on peut lire dans la presse des années 1900. Il n'y a pas de place en prison. On ne sait pas quoi faire de cette jeunesse désœuvrée. Donc, ça ne change pas. Et vous savez... Non, moi je réfute tout ça. Je suis pas d'accord. Mais non, parce que c'est une... En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change et ça, c'est insupportable. Et si, non, non, si, C'est insupportable, mais laissez-moi Virginie. finir mon propos. Mais non, mais je suis pas d'accord avec vous. Clémenceau change les choses parce qu'il réforme la police, justement. Donc, Ce relativisme est insupportable. C'est pas du relativisme. Mais si, Au c'est contraire, exactement je ça. finis mon propos. Clémenceau, en réformant la police, a permis de redresser la situation. Donc là où je voulais en arriver, c'est où est notre Clémenceau aujourd'hui? L'argument rien de nouveau sous le soleil, Bolo Bauer l'utilise évidemment constamment, est insupportable parce que effectivement l'argument, et c'est un téléspectateur qui me dit ça, il vise simplement à occulter le lien avec l'immigration.
qui est essentiel dans ce qu'on a vu ce week-end. Donc si vous l'occultez, c'est que vous ne savez pas si. Mais pas du tout. Je dis juste qu'il y a toujours une frange de la population qui est généralement la plus basse en termes de CSP, dans laquelle il y a plus de tentation d'aller dans les domaines hors la loi. Ouais. Mais ça a toujours existé. Désolé, Pascal Praud dans toute sa splendeur. Il se permet de disputer Virginie Giraud, une historienne, parce qu'elle lui explique que la délinquance est liée à une question sociologique et non à une question ethnique. C'est une dinguerie quand même. Attendez, c'est une dinguerie. En fait, dans la tête de Pascal Praud, avant l'immigration dite maghrébine, africaine, en France, il n'y avait pas de délinquance. Dans ce cas, c'est simple. Soit il est fou, soit il est con. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, et maintenant on va passer à Karim Zeribi, qui va un tout petit peu nuancer ce qu'on vient d'entendre. Ça va nous faire du bien. Est-ce que oui ou non, les gens issus de l'immigration, est-ce qu'ils sont sûrs? Mais les gens issus de l'immigration, ils sont français. Si tu les regardes comme des Français, tu vas arrêter de dire issus de l'immigration. Sinon, on va le faire pour tout le monde et tout le temps. Et on va aller regarder toutes les réussites positives issues de l'immigration. Parce que la République, elle marche. Dans 95% des cas, elle marche. Mais seulement, on n'en parle jamais. On a l'impression qu'ils sont tous comme ces délinquants, les gens issus de l'immigration. Et là où moi je suis en désaccord un peu avec ce que j'entends, c'est que vous avez besoin d'entendre des témoignages de gens qui ressemblent physiquement à ces casseurs pour vous dire que finalement il ne faut pas les amalgamer. Mais moi j'ai pas besoin de ça. Si vous voulez être conscient que tous les gens qui ressemblent aux casseurs ne sont pas des casseurs, mettez-les en avant pour ceux qui réussissent toute l'année, donc positivement. L'immense majorité, il y a des fonctionnaires de police, il y a des infirmières, il y a des médecins, il y a des chefs d'entreprise, il y a des cadres. L'immense majorité fait fonctionner le pays comme les autres Français. Oui, mais seulement, comme on les voit peu et que effectivement les casseurs font beaucoup de bruit et qu'on les voit beaucoup, on a tendance à les assimiler. Moi je suis désolé, il faut éviter à la fois les amalgames et condamner les casseurs parce qu'ils sont casseurs. Mais quand j'entends dire ça fait du bien, mais pourquoi vous découvrez qu'il y a des gens qui sont bronzés et qui sont honnêtes et qui aiment la France? Ah mais il a raison, c'est trop ça. On essaie trop de nous faire croire que la majorité des personnes issues de l'immigration sont des délinquants. Alors que l'extrême majorité, l'écrasante majorité, participe et cotise pour le pays. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Si tu travailles pas dans notre pays, tu ne vis pas. Bon, et maintenant on va passer à Meilleur Habib qui nous donne son avis sur la traversée de Rima Hassan. Oui, je sais, on aurait pu s'en passer. Mais c'est quand même Meilleur Habib, le fameux facochère de la fachosphère. Donc on va l'écouter. Peut-être que c'est intéressant. C'est une parodie. C'est une escroquerie. C'est un minuscule bateau avec très peu de gains humanitaires. Le seul objectif de la mytho Rima Hassan, c'est de faire du buzz. Ils sont en train de bronzer tranquillement sur le bateau, on se baigne, on s'amuse, alors qu'il y a des tragédies à Gaza réellement. Alors que là-bas, c'est la guerre. C'est pas du buzz, c'est pas du people. Là, on est dans une opération people de com. Ils ne vivent que par ça, que par le buzz. Alors évidemment, plus il y a de la pub, plus elle sera victimisée et plus elle va être heureuse. Elle veut aller à Gaza, qu'elle rentre par l'Égypte, qu'elle aille se battre avec le Hamas. Et voilà. Mais elle s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est le buzz, c'est la com, c'est le pipeau, c'est la soi-disant aide humanitaire qu'on amène, on amène. Rien du tout, c'est qu'on voit son petit minois à la télé. C'est une drogue, elle peut plus s'en passer. On a besoin, comme l'a parfaitement dit M. Bétan, elle est d'origine syrienne, mytho, elle invente, elle n'a rien de palestinien. Alors qu'on peut être pour la cause palestinienne, on peut, pour certains, mais elle est uniquement dans la communication. Et cette affaire est une vaste escroquerie. C'est un minuscule bateau. Qu'est-ce que vont faire les Israéliens alors? C'est la vraie question. L'objectif, c'est pas de lui faire autant de pub qu'elle en souhaite. Elle veut être une victime. Elle veut... attention, elle va pas aller à Gaza à l'intérieur. Hein. Elle n'ira pas. Mais par contre, les images, les directs, les Instagram, les tweets, ça, on est là à fond. Je trouve ça... Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a la guerre à Gaza. C'est pas simplement, on n'est pas dans le people, on n'est pas au festival de Cannes. Et ça, c'est terrible. Parce que au fond, il y a des gens on peut vouloir amener de l'aide humanitaire. Entre parenthèses, j'aurais aimé les voir communiquer sur le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Hamas, alors que Israël a rentré des milliers de camions d'aide humanitaire, il y a des vidéos et des films où le Hamas tue les Palestiniens pour leur empêcher d'aller vers l'aide humanitaire. Mais ça, très peu en parlent en France. Ce serait bien qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Alors, Rima Hassan et sa clique du Festival de Cannes, et là, c'est plus pathétique qu'autre chose. Ah de notre point de vue, c'est plutôt toi qui es pathétique, Meilleur. Est-ce que tu te rends compte que tu racontes tellement n'importe quoi que pendant toute la séquence, même ta kippa essaye de s'échapper de ta tête? Ah, c'est peut-être un signe, Meilleur. Réveille-toi. Il y a peut-être un message caché derrière tout ça. Et sérieusement, sur Rima Hassan,
à quel moment ça peut être une opération de com, alors qu'elle risque sa vie. Ça n'a aucun sens. Quel député sur cette planète est prêt à faire une opération de com en mettant sa vie dans la balance? Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. Toujours rien à voir. Ah bah comme d'habitude, hein. Et en même temps, c'est pas moi qui choisis l'actualité. Calmez-vous. Enfin, si, c'est littéralement moi qui choisis les séquences que je mets dans la vidéo, mais on se comprend. Bref, en tout cas, maintenant on passe à Antoine Léaumont qui avance enfin dans l'histoire des sondages. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça fait des mois que Antoine Léaumont dénonce les sondages, mais on attendait toujours les résultats. Eh ben ça avance, regardez-moi ça. Et je vous le dis, on peut être fier des députés LFI. Ils sont sur tous les fronts et c'est les seuls qui avancent. Le rapport de la commission d'enquête sur l'organisation des élections en France dresse un constat sévère. Oui, c'est un pavé de 370 pages révélé ce matin, fruit de 6 mois de travaux et d'auditions. Un rapport qui s'alarme sur les risques de manipulation de l'opinion en période électorale. On fait le point avec Mathieu Rio et Julie Chalin. Interdire les sondages tant que tous les candidats d'une élection n'ont pas été déclarés, c'est l'une des propositions d'Antoine Léaumont, député de la France Insoumise. Il est le rapporteur d'une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France. Il faudrait effectivement se poser la question d'une forme d'interdiction des sondages tant qu'on ne connaît pas les candidats effectifs à une élection, parce que sinon on vient construire une élection qui n'est pas l'élection qui va avoir lieu au final. Je dirais qu'ils ont effectivement un pouvoir qui est celui de faire émerger des candidatures champignons qui n'ont pas de réalité matérielle dans le pays. Mieux encadrer les sondages, car selon lui, ils manquent de transparence, ne sont pas assez fiables et sous-estiment la gauche radicale. Ce sondeur reconnaît des marges d'amélioration. On peut avoir en fait des profils de population qui sont un petit peu moins présentes. On pense notamment aux catégories populaires, aux personnes d'origine immigrée, aux personnes qui vivent dans les quartiers, dans les cités. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'en fait, globalement, ces gens-là sont très peu inscrits sur les listes électorales, voire votent très peu. Tout ça, on essaye de le corriger et généralement, on fait tout, nous, instituts, pour être le plus proche de la réalité. Antoine Léaumont alerte aussi sur les organisations qui chercheraient à manipuler l'opinion en commandant des sondages orientés, en particulier le projet Périclès du milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qu'il soupçonne d'ingérence financière dans la vie politique française. Ah d'accord. Du coup, on comprend bien mieux pourquoi le RN fait plus de 30% dans les sondages. Bah, il y a toute une partie de la population qui est tout simplement exclue des sondages. Et en plus, cette partie de la population, c'est comme par hasard les personnes que le RN cible dans leur discours. Donc on se trouve un bouc émissaire. Ensuite, on demande son avis à tout le monde, sauf au bouc émissaire. Et paf, ça fait des sondages magiques. Des sondages qui vont toujours dans le même sens. Mais vous voyez, ça, je vous l'avais dit. Si vous ne votez pas, pour certaines personnes, vous ne comptez pas. On n'a même pas besoin de vous demander votre avis. On s'en fout. Il y en a qui pensent que ne pas voter, c'est être anti-système. Écoutez-moi bien. Ne pas voter, c'est faire exactement ce que le système attend de toi. Bon, bref, je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, moi, je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.